Entre copines, la plateforme d'échange entre les femmes, l'émission qui parle aux femmes avec des femmes. Trois grandes femmes ont accepté de se joindre à nous ce soir pour parler de nos enfants, de nos adolescents. À ma gauche, j'ai Madame Etonde. Bonsoir Madame. Bonsoir Emile. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. C'est la première fois sur le plateau de Entre copines. Oui, c'est pas la première fois. J'étais un peu émue parce que juste avant l'émission, j'ai reçu un grand choc. Donc j'espère que je vais pouvoir bien parler. Nous vous le souhaitons. Vous êtes assistante sociale? Oui. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va bien. En dehors de la mauvaise nouvelle, je suppose. Ça va bien, ça va bien. À mon extrême gauche, j'ai Aïcha. Vous êtes commerçante? Oui. Vous êtes surtout maman d'adolescents. Comment ça va? Ça va. Vous êtes à l'aise? Oui. Sentez-vous à l'aise, on est entre copines. Non, je suis à l'aise. Bienvenue. Merci. C'est la première fois à la télé? Oui, c'est la première fois. J'espère que ça va se renouveler. Alhamdoulilah. À ma droite, j'ai Madame Djega Joséphine. Joséphine Degas. Degas, pardon. Joséphine Degas. Elle Oui. est entrepreneur social Oui. et coach parental. Bonsoir Madame. Bonsoir Hermine. En quoi ça consiste un coach parental? Alors, un coach parental accompagne les parents dans l'éducation de leurs enfants et plus précisément à développer des relations sereines avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité de parents n'est plus la même qu'il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est un challenge quotidien. Il faut pouvoir allier vie familiale, vie professionnelle. Il faut pouvoir assurer sur tous les plans. Donc le coach parental est là pour accompagner le parent dans son déploiement au quotidien avec son enfant et à développer des relations plus sereines avec celui-ci. Est-ce que les gens sont réceptifs à cela? Est-ce que vous avez des gens, des parents qui se rapprochent de vous? Bon, aujourd'hui, au Cameroun particulièrement, ce n'est pas quelque chose qui est très bien compris, c'est encore nouveau. Ce n'est pas très bien compris, mais en Occident, ce sont des métiers qui sont, comment dire ça, plutôt bien perçus et plutôt dont les parents ont besoin et les parents font de plus en plus appel aux coachs parentaux. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve justement avec des adolescents qui ont des comportements débordants et parfois les parents ne se retrouvent pas. Donc, ils font appel à des coachs parentaux. Ils font appel à des coachs parentaux aussi parce que parfois la société ne nous a pas préparés à devenir parents. Donc, quand on a un enfant, on a besoin d'avoir quelqu'un pour nous coacher sur ce plan-là parce que parfois on culpabilise, beaucoup de parents culpabilisent, on se demande est-ce que je suis un bon parent, est-ce que je vais faire comme il faut, est-ce que je serai à la hauteur. Donc, le coach parental est là pour recadrer dans la vie du parent et lui permettre d'avoir une bonne relation avec son enfant. Nous sommes contents de vous avoir là en tout cas. Je suis contente aussi d'être là, je suis contente d'être avec vous. Alors, Madame Etonde, c'est à quel âge est-ce qu'on peut dire qu'un enfant adolescent? L'OMS a dit c'est entre 10 et 19 ans. Mais vous, dans le contexte camerounais, à quel âge on dit d'un enfant, enfin c'est quel intervalle? Oui, c'est à peu près dans le même intervalle. J'ai entendu souvent parler de préadolescence, donc c'est entre 10 et 19 ans effectivement. On peut aller dans le contexte camerounais peut-être jusqu'à 21 ans et peut-être pousser jusqu'à 22 ans. Mais je pense que parfois on descend à 9 ans parce que dans le cadre du travail, on voit les enfants de 8-9 ans qui commencent à montrer des signes d'adolescence. La précocité, de plus en plus. Voilà, je crois que c'est pour ça qu'on parle de préadolescence. Et puis après, on voit jusqu'à 22 ans, parfois, des enfants qui montrent encore des signes d'adolescence. Donc je crois que dans notre contexte, on peut descendre peut-être jusqu'à 8 ans et aller jusqu'à 22 ans, en fonction de ce que, moi je le dis en fonction de ce que je vois sur le terrain. D'accord. Alors, Madame Degas, dites-moi, comment on sait qu'un enfant entre en adolescence, justement? Parce qu'elle dit il y a préadolescence, on peut descendre jusqu'à 8 ans. Mais comment on sait, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui déterminent que celui-ci commence à faire sa période d'adolescence? Alors, on peut savoir qu'un enfant commence à faire sa période d'adolescence à partir du moment où l'enfant commence à se détacher, parce qu'il faut savoir que, je veux dire, la phase d'évolution d'un individu part
de la petite enfance, on parle de petite enfance de 0 à 8 ans, où l'enfant est, comment dire ça, sous le contrôle, sous la mamelle de la maman, il est encore très proche de ses parents, mais à un moment donné, il commence à se détacher. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir affirmer son identité. À ce moment-là, l'enfant n'est plus le bébé. Il va peut-être vous dire, ne m'appelle plus le petit nom avec lequel on l'appelait. Par exemple, si tu m'appelles Doudou, il dit non, ne m'appelle plus Doudou, ne fais plus ci. Il veut s'affirmer. Pour le garçon, il va vouloir s'affirmer en tant qu'un homme, parce que pour lui, c'est ce qu'il est. Il refuse qu'on le fasse bisous à l'école. Il va refuser que sa maman ait des attitudes un peu... Elle va vouloir contrôler son vêtement, elle va vouloir avoir des attitudes de bébé, il va dire non, 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 ne fais plus ça. Et puis quand la maman ne comprend pas, il va lui dire ça d'une autre manière, il va se retirer. Donc à ce moment-là, on comprend que l'enfant veut s'affirmer en tant que lui et non en tant qu'enfant de maman telle ou de papa tel. Donc à ce moment-là, on peut se dire que cet enfant est en train d'entrer dans la phase de l'adolescence. Et dites-moi, vous qui avez 2 filles en adolescence, à quel moment vous avez compris qu'elles commençaient à être des adolescentes? J'ai compris que donc ma première fille, elle a un peu changé, peut-être à 18, 19 ans comme ça là. Elle avait un téléphone Android, que ce n'est pas moi qui lui ai acheté. Oui. C'est là que j'ai compris que l'enfant a peut-être les idées sur la tête. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'elle a des comportements particuliers en dehors du téléphone qu'elle avait dissimulé? Est-ce que dans ses comportements, vous avez vu des changements? Oui, elle avait un changement de comportement. Quand je lui parlais, elle me répondait. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas ça. Oui. C'était pareil pour les 2 filles? Les 2 étaient comme ça? Les 2 ont fait? La deuxième est un peu calme, elle est douce. Oui. Elle n'a pas de comportement bizarre. D'accord. Alors, parlons de comportement. Qu'est-ce qui alerte le parent? Qu'est-ce qui alerte le parent? Elle a dit, sa fille a dissimulé un téléphone. L'autre est calme. Alors, est-ce qu'il y a des comportements standards sur les adolescents? Oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Parfois, c'est les enfants qui se replient sur eux-mêmes. Oui. Et comme elle a dit tout à l'heure, l'enfant, quand il veut s'affirmer et que nous, on voit qu'il a encore un enfant, à défaut de parler, il se replie sur eux-mêmes. Parfois, ils deviennent arrogants. Oui, quand on parle, comme elle dit, il répond. Et parfois, comme ils ont des besoins d'appartenance, on va voir que l'enfant a envie d'aller à telle fête, il a envie d'aller avec tel ami, il a envie d'aller en voyage, et ainsi de suite. Ils n'ont pas conscience du risque. Des besoins d'indépendance. Oui, ils ont des besoins d'indépendance parce qu'ils s'intéressent plus à ce qui se passe à l'extérieur qu'à ce que les parents leur inculquent comme valeur. Non, quand elle parle de besoin d'appartenance, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que l'enfant a besoin de s'identifier à un groupe autre que celui de sa famille. Ça veut dire qu'il veut s'identifier, il veut sortir en fait de ce cocon-là. Il veut pouvoir dire, moi je suis un tel et je marche avec des gens qui sont comme ça. À l'extérieur. C'est pour ça qu'elle parlait tout à l'heure de besoin d'appartenance. Il a besoin de s'identifier à d'autres enfants qui répondent à ce qu'il entend par valeur, à son idéal. Et donc, il a besoin d'être avec eux. Et donc, le parent peut ne pas comprendre ça. Comme la dame disait tout à l'heure, ça peut créer des conflits entre les parents parce que le parent va dire non, ne va pas à tel endroit, il n'a pas conscience des rythmes, mais en ce moment-là, il a un besoin, il a besoin de s'identifier, il a besoin d'être avec ses pairs, il a besoin d'être avec des personnes, avec des enfants, des jeunes qui sont comme lui, qui comprennent le même langage qu'il comprend, quoi. Venons-en au fait. Quelles sont les difficultés auxquelles font face les adolescents? On ne se pose pas souvent la question, je pense. On trouve juste qu'ils sont devenus ci, ils sont devenus ça. C'est quoi les difficultés auxquelles se heurtent les adolescents? Alors, pour comprendre les difficultés auxquelles se heurtent les adolescents, il faut déjà comprendre c'est quoi la période d'adolescence. Parce que Mme Aïcha a dit tout à l'heure, elle a une fille qui est posée, elle a une autre qui n'est pas posée. C'est-à-dire qu'il y a une qui réagit, il y a une autre qui ne réagit pas. Donc, un enfant peut ne pas réagir, mais tout de même être dans une période trouble. Parce que l'adolescence, c'est une période où on cherche à savoir qui on est, on cherche à s'exprimer, on cherche à s'affirmer, on cherche à trouver son couloir en fait. On cherche à se dire, bon, moi je serai un tel, je vais me comporter comme ça. Et comme l'enfant
parfois ne voit pas de repère dans sa maison, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément envie elle n'a pas forcément envie de ressembler à maman, elle n'a pas forcément envie de ressembler à papa. Donc l'enfant va chercher, il va essayer de trouver un repère. Donc c'est normal, on va dire ça comme ça, parce qu'il part de l'enfance pour l'adulte. Ouais. Donc la période d'adolescence, c'est une période transitoire. On passe de la période de l'enfance où on veut arriver à quelques années plus tard se dire voici l'adulte que je suis devenu. Donc la période d'adolescence, je veux dire, ce qui se passe dans l'adolescence, c'est quelque chose de normal, de physiologique, parce que même au niveau du corps, son corps va changer, son corps va commencer à lui envoyer des signaux qu'il ne connaissait pas avant. Et aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, parce que certains vont dire heureusement, on a les médias auxquels nos enfants sont exposés. Hermine pouvait tantôt dire, une jeune fille de 9 ans peut avoir ses menstrues, une fille peut-être de 8 ans peut avoir ses menstrues, on va voir une fille de 10 ans, un enfant de 10 ans se comporter d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre influence qui est donnée par les médias. Et donc, l'enfant, lui, il n'est pas conscient, ce que nous on appelle risque, lui ne comprend pas ça comme ça. Il n'est pas conscient de tout ça. Il est conscient de lui, de ce qu'il voit, des messages qu'il reçoit et de comment il fait avec. Ok. Aïcha, je vais à Aïcha, qui a dit que sa fille lui a dissimulé un téléphone à 19 ans. Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi elle avait un téléphone qu'elle a dissimulé? Est-ce que vous avez changé à elle pouvoir... Oui, je lui ai parlé. Elle m'a dit qu'elle voulait juste avoir un téléphone. Oui. Comme ses copines. Comme ses copines. Alors, vous ne lui avez pas demandé pourquoi elle n'a pas demandé aux parents? Non, parce qu'elle savait qu'on ne peut pas la donner le téléphone. Oui. Sans que... parce qu'à ce temps-là, elle n'avait pas encore eu son bac. Oui. Oui. Donc, pour vous, vous aviez dit que vous pourriez lui donner le téléphone après le bac. C'était une règle établie dans la maison. Oui, dans la maison. Elle a plutôt choisi d'en avoir un et de dissimuler. Regardez. Et qu'est-ce que vous avez fait après que vous ayez découvert qu'elle a un téléphone? Vous l'avez retiré? Oui, j'ai retiré et cassé. Ok. Alors, comment mieux gérer la période d'adolescence? Nous sommes allés voir nos compatriotes, on leur a posé la question, on va les écouter et on revient après. D'accord. La meilleure façon de gérer les adolescents de nos jours, il faut instaurer la communication. Il faut beaucoup dialoguer avec l'adolescent, lui donner des conseils, lui montrer le pour et le contre de certaines choses qui se passent dans la vie. Et pour moi, à mon avis, il faut faire de son enfant son ami. Il faut être avec son enfant 3 en 1. Son parent, son ami et son meilleur ami. Donc pour moi c'est un peu ça. La communication établit un lien, pas trop de colère, parce que la colère c'est pas la peine. La colère ça l'enfonce seulement. Il faut être ami avec l'enfant. Il faut communiquer avec l'enfant, il faut dialoguer avec l'enfant. Lui donner beaucoup de conseils. Le pour et le contre de ce qui arrive dans cette vie. Faut pas le frustrer en fait. Faut le laisser aussi son espace. Quelquefois, lui donner son espace parce qu'il en a besoin. Surtout quand on est déjà à l'âge pubère. Faut lui donner l'espace à l'enfant aussi. Mais tout en lui donnant les règles à suivre. Parce qu'on a compris que de nos jours, la brutalité ne sert plus à rien. Ou bien la violence, ça ne sert plus à rien. Ça détourne plutôt l'enfant en fait. Donc il faut communiquer, dialoguer, lui faire voir la vie, comment ça se passe. Lui faire voir les réalités de la vie. Je pense pour ma part, à nos jours, pour gérer les adolescents, il faut tout simplement leur donner des conseils, des bons conseils. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a trop de dérives. Il faut les conseiller depuis la maison. Et je pense que ça suivra aussi à l'école. Et le meilleur conseil, c'est à la maison. Dire à l'enfant ce qu'il faut faire, lui dire ce qu'il ne faut pas faire, lui dire ce qui est bon, lui dire ce qui est mauvais. Donc lui montrer le bon chemin, quoi.
Donc c'est ça ma façon de voir qu'il faut conseiller l'enfant, il faut lui dire ce qui est bon, lui dire ce qui est mauvais. Oui. Pour moi, pour gérer les adolescents, pour moi c'est très simple, surtout les enfants d'aujourd'hui. Je trouve que pour gérer les adolescents, pour moi, de ma part, c'est le dialogue. C'est le dialogue, il faut beaucoup dialoguer avec nos enfants de nos jours. Parce que ça soit la brutalité, que ça soit quoi, ça ne sert plus à rien. C'est de dialoguer avec vos enfants, causer avec vos enfants, écouter l'enfant, comprendre l'enfant et conseiller aussi l'enfant. Pour moi, c'est ça mon avis, quoi. Le dialogue entre parents et qu'il y ait une complicité, qu'il y ait une amitié. Tu vois un peu que l'enfant doit voir le parent comme son ami d'abord, avant de mettre le parent devant. L'enfant doit voir le parent comme son confident. Que quand elle a une situation, bien quand il a une situation, la première personne à qui il pense a dit hey, ça c'est son parent, que ce soit son père ou sa mère. Et maintenant, à toi le parent de savoir la réponse appropriée à l'enfant. Ce n'est pas que tu commences à gronder, tu commences à critiquer, non, comprends l'enfant et tu lui fais comprendre les réalités de la vie. Donc, pour moi, la raison, c'est la solution, pour moi, c'est le dialogue. Oui, pour moi, je pense que la gestion des adolescents n'est pas chose aussi très facile, étant donné que les adolescents de nos jours, beaucoup se livrent à des choses pas très bien, comme les stupéfiants, par exemple. D'autres ont une domination sur leurs camarades, sur leur compagnie. Ça fait que le parent va beau donner les conseils, parfois même sévir, même un peu plus dur. Et aussi, même quand il fait sévir, il y a maintenant des retenues. Parce que il n'y a plus on dit de nos jours que les enfants ont les droits. On ne tape pas sur les enfants, il faut les punir d'une manière un peu moins rigoureuse. Tout ça fait problème à l'éducation de l'adolescent. Nous, on a grandi avec le faux fesse. Non, mais si aujourd'hui on ne peut pas fouetter un enfant parce qu'il faille l'éduquer comme, je ne sais pas, comme un agneau ou bien comme je ne sais pas quoi, non. C'est pas ça. Donc moi je pense que pour qu'un enfant soit bien éduqué, un adolescent surtout, il faut dès qu'on revienne à l'ancienne éducation, hein, le nègre a les oreilles aux fesses. C'est ce qu'on doit retenir. Si on ne fouette pas, ça ne peut pas donner. Il faut fouetter, pas tuer, pas blesser, mais fouetter pour que l'enfant comprenne que pour qu'il soit un homme, il faut la rigueur. C'est un peu cela. Ça ne sert à rien de les brutaliser. Comme ils sont têtus, j'essaie un peu de les ramener, mais quand ça ne va pas de temps en temps, on fouette. Bon, et il faut aussi le dialogue entre les parents et les enfants. Tu essaies un peu de dialoguer avec eux. Ce que tu as fait n'est pas bien, ne le fais plus, ceci, par là. Donc c'est ce que moi, comme ça que je fonctionne avec eux. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien. Vous regardez Entre Copines, la plateforme d'échange entre les femmes. Alors, mesdames, de ce qu'on a entendu là, il ressort communiquer, dialoguer et fouetter. Et corriger, on va dire. Je dis fouetter parce que c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Alors, madame Etondé, comment on communique avec eux? Quand on sait que généralement, ils sont un peu sur la défensive, comment on fait pour communiquer avec nos adolescents? Oui, nous parents, l'erreur qu'on fait souvent, c'est que pour communiquer avec les enfants, on leur dit ce qu'on veut, on donne les instructions et tout ça, c'est bien. Mais il faut écouter aussi. Parce que parfois, on n'écoute pas. L'écoute est très importante. Quand on écoute nos enfants, on comprend leur situation. On sait avec qui ils marchent. On sait où ils veulent aller. C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, on découvre à qui on a affaire. Mais parfois, il y a des parents qui n'écoutent pas, qui donnent des instructions, et après, ils voient que ça ne marche pas. Donc, ça renvoie à l'éducation. Donc, nous devons éduquer nos enfants. On les amène à un certain niveau. Comme ça, la communication devient facile. Et l'éducation, ça commence avant. Parce qu'il y a des parents qui sont laxistes quand les enfants sont petits. Hein. L'éducation, on prépare... ça commence. Oui. Quand l'enfant a 1 an... 3 ans. 1 an même. Oui. Il peut faire n'importe quoi et puis dans la bouche. Oh, c'est un enfant. On ne le dit pas en lèvres. À 3 ans, il va insulter. Oh, ça va nous amuser. Après, il va taper sur le parent. Il va faire ce qu'il veut. Ça va nous amuser. On ne va rien faire. Ils sont à la télé à 4-5 ans. On dit c'est les vacances. Ils vont rester là du matin au soir. Maintenant, quand ils ne sont pas habitués à cette discipline-là, c'est difficile d'installer même une communication. Et puis, autre chose, c'est qu'il faut établir les règles. Comme madame a dit tout à l'heure, on donne le portable à l'enfant dans sa famille quand il a son bac. Ça, c'est des règles qu'on établit. Dans certaines familles, il n'y a pas de règles. Donc, les enfants doivent savoir quand même que s'ils enfreignent une règle,
c'est mauvais. Et on leur montre aussi les conséquences des actes qu'ils posent. Donc, si tu fais telle chose, la conséquence, c'est ça. Si l'enfant ne connaît même pas les conséquences des actes, ou bien si on lui a seulement fait des reproches, il va savoir, il va se dire que lui, il ne vaut rien, ou bien il est un voyou, parce qu'on lui fait seulement des reproches. Donc, c'est un ensemble de choses que nous devons faire pour préparer l'adolescence de nos enfants. Et, oui, quand on fait donc tout cela, après, ça peut... C'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Tous les parents qui ont des enfants, si nous tous nous sommes des enfants, même s'ils sont déjà grands, la période d'adolescence, en fonction de l'enfant, c'était plus ou moins difficile. Oui. Je voudrais ajouter que tout ça là, ça s'accompagne alors de souplesse, mais de fermeté. C'est-à-dire il faut être souple, mais ferme. Ça veut dire que... Voilà, ça veut dire que si on dit que l'enfant, il doit sortir, il va aller, par exemple, chez des amis. On ne doit pas dire non, 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 non. Ok, on va aller chez des amis, mais on prend quand même la peine de savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas, à quelle heure tu penses que tu vas rentrer, tu seras avec qui, et ainsi de suite. Et si l'enfant enfreint les règles, on le punit. Maintenant, chacun a son mode de punition, hein, en fonction de l'enfant, de sa capacité de compréhension, de son comportement, de sa sensibilité. Donc, les uns vont utiliser le fouet, les autres vont utiliser la communication. Chacun va utiliser ou tout à la fois, en fonction de la situation. Aïcha, comment vous communiquez avec vos enfants, vos adolescents, les deux filles? Comment vous faites pour communiquer? Comment vous faites pour leur passer un message? C'est-à-dire que si elle pose un acte qui ne vous a pas plu, comme le téléphone, comment vous lui montrez le bienfait, le bien fondé d'avoir le téléphone plus tôt après le bac qu'avant, par exemple? Je parle comme une mère, non. Je dois communiquer comment? Je parle comme une mère doit parler à son enfant. Oui. Vous grondez ou bien vous vous asseyez, vous discutez? Je gronde souvent quand ça me dépasse. Et à quel moment ça dépasse? À quel moment vous pensez que ça a dépassé? Par exemple, comme elle avait le téléphone que vous ne saviez pas, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tapé, vous avez... Non, en dehors de casser le téléphone, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? J'ai seulement retiré le téléphone et cassé. Oui. Et lui parler de danger. Oui. Donc, un peu ça. D'accord. Alors, quelle est la place du fouet? On a entendu le fouet. Quelle est la place que le fouet a dans cette période-là? Nous, on nous a fouettés. Hein? C'est peut-être une autre période, une autre époque. Aujourd'hui, quelle est la place du fouet? Alors, je voudrais déjà aller dans le sens de Madame Etondé tout à l'heure, qui disait que la période de l'adolescence, ça se prépare. Ça veut dire que ce n'est pas quand mon enfant aura 10 ans, 11 ans, 12 ans, que je vais penser, tiens, il est adolescent, qu'est-ce que je fais? Déjà, pour les parents qui nous regardent, qui ont des enfants, des tout petits enfants, c'est de se dire que la petite enfance, c'est la clé. Moi, c'est ce que je dis en tant que coach parental, la petite enfance, c'est la clé. Madame Etondé disait tantôt, à partir de 0, c'est-à-dire que même quand votre enfant est dans votre ventre, vous commencez l'éducation, vous commencez la communication, vous commencez à lui apprendre, même votre enfant doit déjà savoir quand papa est content, même sans que papa n'ait parlé, il doit se dire que j'ai fait ça, maman n'est pas content et tout et tout. Vous devez avoir une certaine communication et ça commence de 0, c'est-à-dire que même dans le ventre. Maintenant, quand on a des enfants en fonction des personnes, on doit se dire, j'ai un adolescent qui se comporte de X ou Y manière. Il faut déjà soi-même faire un travail. Le parent d'abord doit s'interroger personnellement et se demander, bon, parfois on devient adulte, on oublie qu'on a été des enfants, on oublie qu'on a été des adolescents aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on veut corriger un adolescent, on oublie que nous aussi, on est passé par là. C'est-à-dire que nous aussi, on a des questions qu'on se posait. Nous aussi, on a fait nos bêtises. On en a tiré certainement des conclusions. Mais on est trop dans l'attitude de l'adulte. Donc, c'est de dire qu'il faut déjà se revenir. De l'adulte parfait. De l'adulte parfait. C'est-à-dire que j'ai appris mes leçons. Voilà comment on fait. Voilà. Non. Quand on a un adolescent, j'ai écouté tout à l'heure, parmi les personnes qui ont été interviewées, quelqu'un qui disait, il faut pouvoir se remettre dans les baskets, en fait, de l'adolescent, se dire comment est-ce qu'il vit ça. Maintenant, la communication, si vous n'avez pas communiqué, si vous n'avez pas instauré un système de communication avec votre enfant dès le bas âge, à l'adolescence, ça devient compliqué parce qu'on parle de conseils. Mais moi, je me souviens,
quand j'étais adolescente, parfois, quand un aîné te donne un conseil, qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Tu te dis que, dis ce que tu as dit là-bas, moi j'ai mon plan. Vous voyez un peu, en fait, c'est ça la pensée de l'adolescent. C'est qu'on va lui donner des conseils, mais lui, il a déjà son plan. Par exemple, Aïcha, elle a pris le téléphone de l'enfant, elle a cassé le téléphone de l'enfant. Mais est-ce que forcément ça a changé quelque chose en l'enfant? On va lui demander tout à l'heure. Hein? Oh, on ne sait pas. Mais je veux dire qu'en tant qu'adolescent, on sait très bien. Parfois, le parent disait, je vais te faire ci, je te fais ça. Mais après, pour l'adolescent, il s'est dit, non, je vais faire un autre plan pour faire ce que j'ai à faire. On revient à dire qu'il a un besoin de s'affirmer. Donc, pour aller dans le sens toujours de Mme Tondel, ça se prépare. Mais maintenant, pour ceux qui sont déjà en phase, il faut déjà se dire que j'ai en face de moi, j'ai un problème. C'est-à-dire que je n'ai pas une relation sereine avec mon enfant et donc il faut que je travaille cela. Pour travailler cela, il faut que je descende. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève ma casquette de parent. Il faut que je descende à son niveau, on va dire ça comme ça, parce que c'est un adulte en construction. Et donc moi, ce que je pourrais dire, le conseil que je pourrais donner aux parents, c'est par exemple de parler à nos enfants, de partager notre expérience d'adolescent. On va en venir au conseil. Oui. Ce que je comprends, c'est qu'il faut une bonne dose d'humilité. Oui, il faut que les parents vraiment descendent, c'est-à-dire qu'ils se disent là, j'enlève ma casquette de papa et de maman, je deviens aussi un adolescent. Pour mieux le comprendre, pour arriver, pour parler, échanger, parler du même langage, il faut que je lui dise, tiens, quand j'étais adolescent, quand j'avais ton âge, je faisais ci. Tiens, j'ai eu telle expérience, par exemple. Est-ce que tu sais que telle chose peut t'arriver? En fait, il s'est dit, donc, papa là aussi était comme moi. Parce qu'en fait, l'enfant ne comprend pas que lui, il est juste en phase. Il est pleinement dans son jeu, mais le parent doit l'amener à comprendre que non, papa aussi est passé. Tu vois, par exemple, il dit, tu vois, moi j'ai accouché, par exemple, pour un parent qui a une maman qui a eu un enfant très jeune. Et tu vois, j'aurais pas aimé, par exemple, t'avoir à tel âge. C'est pas pour dire que je n'apprécie pas ta présence dans ma vie, mais c'est de dire qu'il faut lui partager ça, lui dire que j'ai commis des erreurs. J'aurais dû ne pas faire ainsi pour amener en fait l'enfant à se dire que non, maman et moi on parle le même langage. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est-à-dire que de vouloir se mettre au niveau de l'enfant, de vouloir être son ami, est-ce qu'il n'y a pas de risque que l'enfant confonde tout? Est-ce qu'un parent doit être l'ami de son enfant? Quand on dit l'ami de son enfant, ça veut dire que ça veut pas dire que c'est des copains-copines. Voilà. Ça veut dire qu'on doit être un peu plus ouvert. Parce qu'on ne peut pas donner des conseils à son ennemi. Si on ne considère pas nos enfants comme des amis, on les comprend, on les soutient, on les apaise. Nos enfants doivent savoir qu'ils peuvent compter sur nous quand il y a des problèmes. Mais ils doivent aussi trouver une fermeté derrière. Ça veut dire que l'enfant ne va pas faire n'importe quoi. Et il se dit que comme mon père est mon ami, je vais venir lui dire. Et puis, voilà. Ce sont ces enfants, c'est ce genre d'enfants qu'on retrouve souvent en difficulté. Les parents font souvent cet effort. Mon enfant, il est parfait, c'est mon ami, je lui pardonne tout et tout. Quelqu'un avait dit à son enfant un jour, le jour quand tu auras le bac, tu seras libre de faire tout ce que tu veux. Oh là là. Donc, oui. Et quand l'enfant a eu le bac, elle a vraiment été libre de faire ce qu'elle veut. Je peux pas, beaucoup de parents disaient ça, donc je ne peux pas entrer dans les détails pour que les familles ne se reconnaissent pas. Donc, nous devons faire attention. C'est-à-dire, nous devons savoir que nos adolescents ne savent pas forcément ce qui est bien pour eux. Alors que nous savons ce qui est bien pour eux. Maintenant, comment leur transmettre le message? Si on est toujours le genre de parent qui va fouetter et tout, l'enfant va fuir. Il va trouver des conseillers ailleurs. Mais en même temps, on met une petite chicotte de côté. En même temps, on explique à l'enfant. Tu vois, si j'ai eu tel comportement, c'est à cause de telle chose. Mais je t'aime beaucoup, j'apprécie par exemple telle chose. Parce qu'il ne faut pas oublier de faire des compliments. Oui, absolument. On pense que quand on fait des compliments à nos enfants, ça leur donne la grosse tête. Non. Ça les rassure. Ça les rassure. Si on a un enfant intelligent, disons-lui qu'il est intelligent. Mais nous savons tous que des enfants intelligents prennent beaucoup de risques. Donc, on est content d'avoir des enfants intelligents. Ils connaissent tout. S'il y a un problème, le téléphone est en panne, il répare. Si on est dans une communication, dans une discussion, il est très cultivé et autres. Mais c'est aussi des enfants qui prennent beaucoup de risques. Parce que la tête travaille. Elle tourne. Oui, elle tourne. Et puis, ils sont convaincus que les choses sont à portée de main parce que, voilà,
Il maîtrise, c'est le mot. Elle est plus jeune que moi, donc elle connaît le langage des jeunes. Aïcha, dites-moi, c'est quelle relation que vous avez avec vos filles? Comment c'est avec vos filles? C'est le genre, il y a quelque chose qui est important pour elle vient vous en parle, vous échangez, vous rigolez. C'est ce genre de relation que vous avez? Oui. Moi et mes filles sont des copines. On partage tout. Oui. On partage tout. Mais la première n'est plus au pays. Oui. Oui, elle a voyagé. Je suis avec la deuxième. La deuxième, c'est spontanément qu'elle peut venir vous poser un problème? Oui, oui. Elle me dit tout. D'accord. Elle me dit tout. Très bien. Alors, dites-moi, on a les réseaux sociaux qui sont devenus un vrai caillou dans la chaussure des parents maintenant. Ce phénomène d'influenceurs auquel nos enfants veulent s'identifier. Comment on gère ça? Comment on fait avec nos enfants qui voient, je ne vais pas les citer, on les connaît, et qui veulent s'identifier? Pourtant, les parcours ne sont pas toujours traçables. Ils ne sont même pas toujours positifs. Ils ne sont pas toujours positifs, voilà. Comment on fait quand nos enfants face à cela? Bon, il y a un adage qui dit que la nature a horreur du vide. Oui. Ça veut dire que si les enfants sont influencés par ces modèles, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres modèles en fait. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que quand il ouvre son téléphone ou bien quand dans la vie de tous les jours, ce n'est que ça. À la télé, il voit ça. Bref, il est rempli en fait de ces modèles d'influence. Moi, ce que je pense, c'est que nous, je veux dire notre génération et les générations un peu plus, nos parents, on a été colonisés. On a été colonisés et on a perdu certaines valeurs, on a perdu certains repères. On a voulu, nos parents ont voulu nous éduquer comme les Blancs, comme on dit souvent. C'est-à-dire que nous, on fait comme les Blancs. J'éduque mon enfant comme les Blancs et tout. On est content de tout ça. Mais aujourd'hui, on se retrouve dépassé parce qu'on a voulu faire comme les Blancs. Je ne suis pas contre les Blancs. Hein. On a voulu faire comme les Blancs, mais on n'a pas copié le modèle. Par exemple, vous avez en Occident, pour devenir français, on vous parle de l'histoire de la France. C'est-à-dire qu'on vous présente les modèles des personnes qui se sont battues pour que tu te retrouves fier de porter l'identité française. Bon, nous, on a copié ça. Bon, aujourd'hui, on a des influenceurs qui présentent des modèles de luxe, de paillettes et tout ça. Et les enfants, ils se disent non, tu as réussi quand tu as une voiture, quand tu as ci, quand tu peux faire ci, quand tu peux faire ça. Aujourd'hui, on ne leur a pas présenté en fait l'identité des figures marquantes, des figures, des modèles qui sont les nôtres. Par exemple, on ne parle pas de notre histoire. C'est-à-dire que laissons même l'histoire du pays et tout ça. Parler de sa propre histoire familiale. Quelle est mon histoire? Quel est mon modèle? Quel est le modèle que je veux que mon enfant copie? Chercher, ça c'est un travail que tout parent se devrait de faire, de dire, ok, si je ne veux pas que mon enfant copie tel modèle, présentons-lui des modèles. On a des figures africaines, on a des femmes africaines qui se démarquent au niveau international, mais qui restent sous l'ombre. Pourquoi? Parce que maman regarde, je dis n'importe quoi, telenovelas, elle regarde tout ça, elle s'identifie à ça, maman même se comporte d'une certaine manière. Donc du coup, la jeune fille, elle prend ça pour modèle, elle se dit non, c'est ça qui est bien. On ne peut pas leur en vouloir. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas leur en vouloir. C'est à nous, parents, de leur montrer d'autres modèles. Chaque parent devrait dire, ok, je dois parler de mon histoire. Je viens d'où, par exemple? Je dois être fière de mon histoire. Je dois présenter mon histoire à mon enfant avec fierté. Je dois lui présenter l'histoire de ma nation avec fierté. Je dois lui présenter les figures impactantes de ma nation, de l'Afrique, avec fierté, pour qu'il sache qu'au-delà de ce qu'il voit, en fait, quand on arrive à ce niveau, à ce travail, l'enfant ne va plus être influencé parce qu'il va comprendre que ça, ce n'est que, comment on avait dit ça? La poudre aux yeux. La poudre aux yeux. Il va vouloir, par exemple, regarder, organisons des programmes avec les enfants où, par exemple, on regarde un film comme Woman King. Oui. On regarde ce genre de programme, tu regardes ce genre de programme, ce n'est pas juste de regarder, mais c'est de faire des commentaires derrière, de se dire qu'est-ce qui amène, amène à ce genre de révolte en fait. Aujourd'hui, avant on nous parlait d'esclavage, on avait l'impression que l'esclavage c'est qu'on vient te prendre de force, on t'amène labourer des champs et tout. Aujourd'hui, il y a une autre forme d'esclavage. Les réseaux sociaux, c'est une autre forme d'esclavage et il faut pouvoir comprendre ça soi-même et expliquer à nos enfants qu'en fait, aujourd'hui, on va plus te prendre de force pour t'amener à être zéro, à être un esclave. Mais si tu te laisses absorber par les réseaux et tout ce que tu vois, tu deviens un esclave inconscient. Parce qu'en suivant ce modèle, tu ne seras pas un homme ou bien tu ne seras pas une femme construite. Et lui dire que voilà, il y a des femmes
qui ont combattu, il y a des femmes qui se sont démarquées, par exemple en faisant de bonnes études, il y a des femmes qui sont parties de conditions modestes, mais qui ont réussi à réaliser telle et telle chose. Donc il faut pouvoir présenter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on enlève les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'on ne peut pas. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure que même si vous leur enlevez le téléphone, ils vont aller, si ce n'est pas le téléphone d'un camarade, ils vont aller dans les cyber. Bon, les cybercafés, c'est même encore, on va dire ça, c'est has-been, hein, on ne va plus trop dans les cyber. Mais il y a toujours un camarade qui aura un téléphone. Donc, à la cour de récréation ou à la sortie de l'école, elle va regarder dans le téléphone de son enfant. Mais ce n'est pas cette bataille-là qu'il faut avoir. C'est plutôt aller dans le sens contraire, de dire, par exemple, OK, ma fille, je sais que tu aspires à grand, n'est-ce pas? Je vais te montrer c'est quoi la grandeur et lui présenter des modèles de grandeur. On en a plein, on en a à profusion et c'est de se dire qu'il faut présenter ces modèles-là à nos enfants. Il faut leur parler des histoires de ces personnes-là. Leur parler de notre propre histoire. Tu vois ma fille ou bien tu vois mon fils, j'ai commencé comme ça, je faisais ci, je faisais ça. Pour certains parents, ils estiment que quand ils sont déjà à un certain niveau de la vie, bon, c'est ça qu'on veut montrer à l'enfant. On ne veut pas montrer à l'enfant que parfois on est parti de loin. Mais les Occidentaux, eux, ils font ça. C'est pour ça, aujourd'hui, tout le monde se vante de porter un sac Louis Vuitton et autres. Mais quand tu regardes dans l'histoire occidentale, les grandes familles, les grandes puissances sont des puissances agricoles. Ce sont des personnes qui ont bâti des empires sur l'agriculture, qui ont fait leur nom, dont nous vantons aujourd'hui sur la base de l'agriculture, et ils transmettent ces valeurs à leurs enfants. Anatole, dites-moi, à quel moment le téléphone doit intervenir dans la vie de l'enfant? Je veux dire qu'aujourd'hui, avec les parents qui travaillent et autres, on met toujours un téléphone à disposition pour pouvoir joindre l'enfant. Mais à quel moment un enfant doit avoir un téléphone à lui-même, un adolescent, un téléphone à lui-même? Oui, on regarde la maturité de l'enfant. Bon, c'est vrai que quand les parents travaillent, ils peuvent laisser un téléphone à la maison. Mais quel genre de téléphone ils laissent à la maison, c'est déjà important. Oui. Parce que il faut que les enfants soient joignables, puisqu'il n'y a plus de téléphone fixe. Oui. Mais si on va mettre un téléphone dernier cri pour que l'enfant soit joignable, ça veut dire qu'il peut avoir un problème. Oui. Maintenant, en fonction du niveau d'études de l'enfant, parce qu'il y a des enfants très jeunes, à 16 ans, ils sont à l'université. Et il leur faut le téléphone. Peut-être en terminale, il leur faut le téléphone parce qu'il y a des groupes WhatsApp et tout ça. Oui. Et maintenant aussi, quand l'enfant a déjà 20 ans, 21 ans, on voit que c'est un enfant qui est mieux. On peut aussi lui donner le téléphone. Oui. Mais je vais rejoindre madame dans ce qu'elle disait. On doit encore éduquer. Parce que j'ai fait une étude, par exemple, sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, oui. Des trucs qu'on appelle le Ndiapap. Je m'étais dit, je pars pour 1 an. Je me suis retrouvée à 2 ans. Mais ce que les gens qui sont dans les réseaux sociaux ne savent pas, bon, tout le monde n'est pas spécialiste, hein? Oui. Tout le monde ne vient pas pour les mêmes raisons. Moi, je venais savoir qui est qui. Et j'ai suivi presque au quotidien chacun. Et à la fin, j'ai su exactement qui est qui. Bon, je ne peux pas donner les détails ici parce que ce ne sera pas. Mais quand je donne des conseils, je sais de quoi je parle. Donc, comment on peut faire pour que nos enfants ne s'identifient pas à n'importe qui? À n'importe qui, voilà. Nous devons d'abord nous-mêmes être des modèles. Oui. Si nous croyons que quand on est à la maison, la discussion, c'est que ça ne marche pas, si je peux escroquer tel, si je peux devenir tel, si je dois avoir le nombre de vues, si j'ai tel nombre de vues, ça va me permettre d'avoir... Ou alors commérage. Les commérages, parce qu'on voit tout ce qui est mauvais et on amène comme ça, on a plein de vues. Moi, j'explique beaucoup de choses sur ma page, la santé mentale et tout ça. Les gens viennent... Ça n'intéresse pas beaucoup les gens? Ils ne courent pas, hein? Non, ils ne courent pas. Pour ce type de contenu, ils ne courent pas. Oui. Ils ne courent pas. Bon, les gens qui viennent, on sent que c'est des gens qui ont vraiment envie de savoir. Et quand ils apprécient, on sait pourquoi ils apprécient. Maintenant, nous, quand on est ce modèle-là, que nos enfants voient qu'on ne brûle pas les étapes. Ils nous ont vus, ils ont vu comment ils ont grandi, ils sont arrivés à un certain niveau, on peut leur parler. On a aussi des modèles, pas forcément des gens qui sont devenus très riches. Hein. Oui. Une fois, j'ai fait une émission dans une chaîne de télévision. Je connais une dame quelque part dans la ville qui a un call box. Et après, elle m'a dit, je t'ai suivi dans telle émission, j'ai apprécié. J'étais chez moi. Elle m'a raconté son histoire. Elle était mariée, elle a eu tel problème et tel autre. Elle est partie, elle a commencé, elle était bien mariée. Hein?
quand son mari l'a quittée, elle est allée faire le call box. Elle a d'abord eu ceci, après elle a eu cela. Elle a plein de choses qu'elle vend. Après, elle est entrée dans la tontine. Après. C'est comme ça qu'elle a réussi sa vie. Son parcours est traçable. Ouais. Elle s'est acheté un terrain. Elle a construit la maison. C'est-à-dire, quand on voit sa maison, je ne sais pas quel genre de maison c'est, même si c'est une maison en carabote, c'est la sueur de son front. On va voir d'autres personnes. Il était d'abord laveur, après il est devenu ceci, après il a évolué tout doucement. Et puis, un jour, il est devenu telle chose. Le parcours est traçable. Moi, j'avais vu un documentaire d'un Camerounais en France. Comment il est parti de rien. Il a traversé tellement d'étapes. Et après, il a eu une petite entreprise. Après, l'entreprise s'est développée. Et quand bien même il a eu son entreprise, il était toujours vigile quelque part. Parce qu'il fallait qu'il paye les factures. Oui, qu'il paye ses factures, qu'il ait un salaire régulier. Alors, je l'avais comparé à un influenceur. Et l'enfant avec qui je discutais m'a dit non. Lui-même a choisi que non, celui-là, quand même, on voit son parcours. Et nous devons aussi savoir que nos enfants, garçons comme filles, ils s'identifient. Les garçons s'identifient aux gens qui sont forts, les filles aux femmes qui sont belles. Il y a une influenceuse qui était passée dans un média un jour. Elle disait pourtant des choses intéressantes. Et moi, j'avais discuté avec un éducateur. L'éducateur m'a dit que madame, vous l'avez écouté en tant qu'adulte. Encore qu'il y avait un peu de bluff. Mais vous l'avez écouté en tant qu'adulte. Mais nos filles qu'on a dans cet établissement, allez voir. Pas pareil. Non, c'est pas ça que vous allez voir. Vous avez vu comment elle était habillée? Vous avez vu comment elle était coiffée? Qu'est-ce qu'elle avait qu'est-ce qu'elle avait sur les ongles? Exactement. C'est quel type de make-up qu'elle a fait? C'est quelle nouveauté qu'elle avait sur son assortiment? Voilà. Et il avait raison, parce que moi, j'ai écouté. Il me dit, non, nos filles n'écoutent pas. Nos filles regardent. Ce qui les attire, c'est l'image qu'elles renvoient. Donc, c'est à nous d'expliquer à nos enfants que ce n'est pas l'image qui nourrit son homme. Ce n'est pas l'image qui fait l'avenir de l'homme. C'est nous-mêmes. Nous devons montrer à nos enfants à être des personnes pleines. Des adultes pleins, c'est-à-dire à se bâtir une identité propre dont ils peuvent être fiers. Oui, à savoir affronter les situations. C'est-à-dire, le bonheur, vous pouvez le savoir, ce n'est pas qu'on ait des habits, des chaussures. C'est aussi qu'on traverse des moments difficiles, parce que ceux qui ont réussi à s'en sortir, ils ont traversé des moments difficiles. Ce sont des hommes de guerre. Moi, je dis ce sont des hommes de guerre. C'est vraiment les hommes de guerre. Moi, j'ai lu l'histoire des gens qui ont construit le chemin de fer aux États-Unis. Oui, c'était des guerriers. Quand on dit hommes de guerre, c'est des guerriers, des bâtons. Ben voilà. Ils ont dit que ce qui les a fait des héros, ce ne sont pas les espoirs, mais des difficultés qu'ils ont réussi à surmonter. Absolument. Alors, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, Aïcha, est-ce que vous faites attention avec qui votre enfant marche? Parce que c'est aussi ça le problème des adolescents. C'est la compagnie et les influences que la compagnie a. Est-ce que vous faites attention avec qui est-ce que votre fille marche? Oui, je fais attention. Comment vous faites ça? C'est-à-dire que est-ce que c'est à ce qu'elle vous raconte ou bien vous avez souvent l'occasion de rencontrer ses camarades et ses amis? Je lui demande de quel genre d'amis elle fréquente. Oui. Après, à travers ce qu'elle dit, vous pouvez déceler le bon ami, la bonne amie ou la mauvaise. Enfin, la mauvaise, entre guillemets, on ne dira pas d'un enfant de quelqu'un qui est mauvais. On peut connaître, je dis quoi? L'intérieur? Oui. Tu ne peux pas. Tu pries seulement. Oui. Je prie seulement qu'elle y voit, que peut avoir un ami qui est éduqué, qui ne... Un ami qui a un peu la même éducation qu'elle. Oui. Alors, Madame de Gadit, vous dites-moi, comment on fait quand on est parent pour cerner les amis de nos enfants sans les voir? Parce qu'il faut pouvoir le faire. C'est-à-dire, ton enfant rentre, il te parle de ses amis, et de là, on peut identifier. Pardon, je vais prendre un exemple un peu sur moi. Ma soeur choisissait mes amis sans les connaître. C'est-à-dire, quand je viens,
Je lui raconte, elle me dit, celle-là, je ne veux pas que tu marches avec elle, par exemple. Est-ce que les parents s'attellent à ça aujourd'hui? Comment on fait? Bon, justement, c'est un point important parce que ça commence justement dans la petite enfance, comme j'ai dit, avoir des conversations avec les enfants, de savoir c'est qui ton ami, qui est-ce que tu aimes par exemple. Aujourd'hui, on a des enfants dès le bas âge, hein, parce qu'ils voient des choses à la télé, ils vont venir reproduire à l'école, on va faire les bisous et tout ça là en désordre. Mais c'est déjà pour les parents d'avoir des conversations avec leurs enfants aux sorties de l'école ou alors en fin de journée pour celles qui travaillent. Par exemple, de savoir c'est qui ton ami, qui est ton voisin de banc, avec qui tu marches, avec qui tu partages, tu veux partager ton goûter, parce que dans certaines écoles aujourd'hui, on ne partage pas le goûter. Mais c'est d'avoir ces conversations avec l'enfant pour savoir qui est son entourage proche, vers quel type de personne, d'enfant, il est à quel type d'enfant il s'attache, en fait. Et puis maintenant, quand l'enfant est au niveau de l'adolescence, on ne peut pas choisir. La vérité, c'est qu'on ne peut pas choisir ses amis. Parce qu'il est déjà dans une phase où il veut faire ses propres choix. Donc, on ne peut pas lui dire fréquente tel, ne fréquente pas tel. Il va faire son choix tout seul. Mais on peut conseiller. Donc moi, mon approche, c'est de se projeter en fait. C'est d'amener l'enfant à se projeter, à se dire, ok, tu aimes telle personne, ok, oui, tu aimes telle personne, ok. C'est d'observer un peu ses fréquentations et d'arriver à une conversation avec lui, lui dire, ok, qu'est-ce que tu souhaites être? Qu'est-ce que tu voudrais être demain? Où est-ce que tu veux aller en fait? Il faut avoir les adolescents, ils comprennent ça. Lui présenter un modèle et lui dire, est-ce que tu veux aller aussi loin? Et de l'amener à comprendre, comme on dit, montre-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Donc ça veut dire qu'il faut amener l'enfant à comprendre lui-même que je dois choisir mes amis avec sélection. Parce que nous sommes allés dans le cadre de l'association pour l'encadrement de la petite enfance, nous sommes allés dans des écoles, dans des collèges, et des enseignants, des encadrants nous ont fait savoir qu'aujourd'hui dans les collèges, il y a ce qu'on appelle les clans, les gangs. Oui. Ils sont organisés en gangs, ils sont organisés en clans. Et vous allez avoir un enfant à la maison qui est très calme, qui est très doux. Mais pourtant, il est dans un gang. Il est Rambo dans le gang. Et parfois même, il est le chef de la bande. Il est Rambo dans la bande. Donc, avoir un enfant très calme, ce n'est pas ça. Mais c'est d'avoir des conversations avec l'enfant et de l'amener à comprendre qu'en fait, c'est vrai, lui présenter le pour et le contre, lui dire, voilà, il y a ceci, c'est bien beau. Mais est-ce que ça va t'amener loin? Moi, le langage que j'ai tenu à ces enfants-là, c'est de dire OK, les volailles, il y a plusieurs types d'oiseaux. La poule vole, n'est-ce pas? Mais la poule vole jusqu'où? Elle vole comme ça, son envol va se terminer. Pour dire que tout ce que les influenceurs font là, c'est juste le vol de la poule. Si tu veux aller plus loin, comme Mme Eton disait tantôt, il faut gravir les échelles, il faut pouvoir viser haut, il faut pouvoir se dire que je ne vais pas m'encombrer de personnes qui me distraient, de dire que je dois choisir, je dois prendre même le risque, parce qu'aujourd'hui c'est un véritable challenge pour un adolescent de se dire que ok, les autres marchent comme ça, moi je marche comme ça. À contresens. Je vais à contresens. Il va avoir toutes sortes de railleries, on va le traiter, mais il faut travailler le mental de son enfant pour que l'enfant puisse, même quand il va se retrouver dans une salle de classe où tout le monde deal, c'est qu'il deal là, parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, il y a des dealers de drogue, il y a des clubs de sexualité divergente et tout ça, déviante, je vais dire ça comme ça. Et donc, il faut amener l'enfant, avoir une conversation avec l'enfant pour que l'enfant ait un mental qui lui permette, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école, de se dire, moi, je vais à tel endroit et donc, je ne participe pas à ça. Pourquoi pas? Parce que ça ne pourrait pas me donner un plaisir à l'instant, mais c'est que moi, j'ai une vision. Donc, c'est ce type d'adolescent-là qu'on doit bâtir en fait dans nos maisons. J'ai dit à ma fille, l'erreur commune ne fait pas le droit. C'est-à-dire que ne pense pas que parce que tout le monde fait une chose, ça veut dire que je dois le faire aussi. Tout le monde peut faire une chose et être dans l'erreur. Tu n'as pas besoin de faire des choses parce que les autres les font. Alors, dites-moi, est-ce que le fait qu'un enfant soit élevé seul, enfin les familles monoparentales, est-ce que une femme qui élève son adolescente seule a beaucoup plus de difficultés qu'un enfant qui est élevé dans une famille normale, conventionnelle? Oui, en général, normalement, il y a plus de difficultés parce que les enfants à un certain niveau, comme elle a dit, il faut causer, mais à un niveau, il faut durcir le temps. Et parce qu'on donne des conseils, on fait tout ce que elle a dit, mais il y a des moments où ça ne marche pas. Et certaines femmes n'ont pas l'autorité, la poigne pour pouvoir dire stop.
parfois il faut une figure Paternelle. paternelle, pour pouvoir amener l'enfant à comprendre. Parce que si on ne dissipe pas le temps, ça peut dégénérer. Oui. Il y a des enfants, par exemple, quand on a des garçons, on se rend compte qu'ils ont une mauvaise compagnie, ils sont dans des gangs à l'école, parce qu'il ne faut pas négliger ces gangs à l'école. Ils font souvent de très mauvaises choses. Parfois, c'est eux qui partent lutter avec une autre bande, dans un autre, avec des armes blanches, ils font le retour. Donc, il ne faut pas le négliger. Si on se rend compte que son enfant fait ça et qu'on est seul, si on n'a pas l'autorité nécessaire, c'est parfois compliqué. Mais les familles monoparentales ont aussi des armes. Hein? Oui, parce que quelqu'un, il va avoir un oncle, il y a la police par exemple. Certains ont été obligés de dire à l'enfant, ok, ben, ça veut dire que si tu continues comme ça, moi je fais appel à la police. Et l'enfant s'est tassé. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit négliger, oui. Parce que dans certaines familles aussi, j'ai vu, bon, il nous était revenu une personne qui élève un enfant seul. Et il n'avait pas le temps. Hein. La personne partait faire son travail le matin, il donnait l'argent de transport à l'enfant, il donnait tout ce qu'il voulait. Et l'enfant ne partait pas à l'école pendant 1 an. Il n'a même pas su que l'enfant n'est pas parti à l'école jusqu'au jour où on l'a appelé que l'enfant a commis une faute grave. Maintenant, on arrive à l'école, on dit que l'enfant ne vient pas depuis 1 an. Donc, ne prenons pas aussi pour prétexte que nous sommes dans une famille monoparentale, éduquons nos enfants, inculquons-leur les valeurs. Les enfants comprennent papa. Il y a une maman qui m'avait dit qu'elle avait dit à ses enfants qu'elle a peur de la police. Donc, celui qui devient bandit, tant pis pour lui. Les enfants ont pris ça au premier degré. Hein? Oui. Ça marchait. Donc, ne négligeons pas ce que nous disons à nos enfants. Ne négligeons pas les conseils que nous leur donnons. Ne négligeons pas l'éducation que nous leur apportons. Ça peut nous être utile, même s'il semble ne pas comprendre sur le coup, parce que l'adolescent, comme il est en conflit, quand on dit quelque chose, il veut absolument faire le contraire. Oui. Mais après, il se calme. Après, au fur et à mesure qu'il grandit, il se calme. Hein? Il y a une adolescente qui avait perdu, l'amie d'une adolescente avait perdu sa mère. Et puis, elle s'exclame, elle dit, mince, ma mère qui est méchante comme ça, elle ne peut pas mourir, c'est la mère de l'autre maman. Oh là là. Oui, il y a des gens qui partent jusqu'à ce niveau, mais je peux vous assurer que c'est une personne bien, maintenant. Donc, ne paniquons pas, ne nous décourageons pas, faisons notre travail. Le travail des enfants, c'est quoi? C'est qu'ils se révoltent, c'est qu'ils soient dans leur monde, c'est qu'ils soient... Mais notre travail, c'est quoi? C'est que nous les ramenions sur le droit chemin. Petit à petit, ne cherchons pas à avoir les résultats aujourd'hui. Au fur et à mesure que les enfants se cassent la figure ou bien qu'on se trompe, ça fait qu'on grandit, on prend de nouvelles mesures, on grandit en compréhension, on apprend à connaître nos enfants et à nous connaître nous-mêmes. Et après, ça marche. Il faut tirer des leçons. Okay. Madame, dites-moi, c'est quoi les rôles, le jeu de rôle? Il y a un père, là on est dans une famille monoparentale où on est obligé de... Mais là où il y a un père, il y a une mère. Comment les rôles, comment on échange des rôles? Bon, alors je voudrais, merci, je voulais déjà aller dans le sens de madame, en fait appuyer le propos de madame Etonnet tout à l'heure pour dire que parmi les causes identifiées de violence en milieu scolaire et donc de comportements débordants des adolescents, il a été constaté avec, comment dire ça, avec tristesse, l'abandon des responsabilités familiales. C'est-à-dire que les parents d'aujourd'hui ne sont pas présents. Et ça, il faut le dire, les parents ne sont pas présents. Être présent, c'est pas le matin, on est ensemble, et puis le soir, on se retrouve là, chacun fait vite, on mange et tout, on va dormir. Et donc, il y avait justement cet abandon des enfants à eux-mêmes. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et donc, je voudrais appuyer pour dire aux parents qui nous regardent, l'éducation de votre enfant, ça vous concerne. C'est pas que à la rentrée scolaire, j'ai fini de payer les frais de scolarité, quand je lui donne l'argent de baigner le matin et tout ça, ça s'arrête là. Non, il faut être présent. Ça veut dire qu'on ne va pas attendre les résultats parce que un surveillant général, par exemple, nous a dit qu'il y a des parents qui ne viennent même pas récupérer les bulletins des enfants. Donc, ils sont complètement absents parce qu'on est en train de courir après l'argent. Mais il faut se dire que ce qu'on va laisser aux enfants, ce n'est pas des maisons. Parce que, encore que, quand vous laissez même des maisons, un individu qui n'est pas bien éduqué, qu'est-ce que ça devient? Après, ils se bagarrent pour donc, l'héritage auquel ils n'ont pas contribué. Voilà, donc la meilleure chose qu'on peut laisser à son enfant, c'est une bonne éducation. Et ça doit se faire par le parent. Et moi, j'invite tous les parents
à se rapprocher des associations, à se rapprocher des coachs pour se faire accompagner. Parce que chaque parent dans la vie de son enfant est un coach. Chaque parent dans la vie de son enfant doit être un coach. Nous, en tant que coach, un coach et un influenceur. Et un influenceur. Ça veut dire que vous devez vous dire, j'ai un champion. J'ai dit qu'aujourd'hui, on se dit, par exemple, Francis Ngannou, c'est un champion. Ben, il arrive aux exploits auxquels il arrive parce qu'il a un coach. Dans toutes les équipes, il y a un coach. Le coach est là pour dire non, tu as fait ceci, c'était pas bon et tout. Maintenant, pour revenir à la question, je reviens à la question. Pour revenir à la question, en 2 minutes. Le rôle des deux parents, chaque parent a son devoir. Oui. Le papa est là pour donner la direction, amener la correction quand c'est nécessaire. Donc, le parent est la figure d'autorité. Le papa, je veux dire, le papa est la figure d'autorité dans la famille. Ça veut dire que là où la mère a parlé avec la douceur, l'enfant n'a pas compris, normalement, c'est le rôle du papa d'assister la maman et d'amener l'enfant à comprendre que ce que ta mère te demande de faire, voilà ce qui doit être fait. Donc, la maman est là pour éduquer parce qu'on sait que les mères sont plus proches des enfants, mais le papa ou la figure paternelle, on peut être dans une famille monoparentale. Il faut toujours qu'il y ait une figure paternelle pour que l'enfant sache que si je déborde, je vais être corrigé. Et je vais être durement repris. Donc l'enfant, lui, en grandissant, il sait que non. Avec maman, je fais ci, mais il y a un niveau là où je sais que je ne vais pas déborder. Et c'est ça le rôle du père, en fait. Le père, c'est un repère, comme on dit. Le père permet à l'enfant d'être canalisé, de savoir que je ne déborde pas. Parce que, bon, il y a l'autorité. Bon, comme Mme Etondé a dit, parfois, il n'y a pas d'autorité. On va à la police. Tu lui dis, je vais t'amener à la police et on va te fouetter là-bas. On va te garder, même si on ne le fouette pas, on peut te garder là-bas 2-3 jours. Bon, comme ça, tu verras que la vie n'est pas du tout rose. Comme tu veux cette vie-là, bon, je t'amène là-bas, je te laisse juste là et puis tu vois comment ça se passe, par exemple. Alors, Aïcha, quelle est la place que la religion a jouée dans l'éducation pas à jouer parce que ça continue, dans l'éducation des enfants? Ça influence les enfants Oui, la religion influence les enfants. Très bien, la religion fait baisser l'enfant de caractère. Oui. Si tu envoies l'enfant aussi à l'école coranique, et si il ne peut pas savoir. Oui. C'est-à-dire que les principes de là-bas sont tels qu'on leur apprend quand même, je veux dire, l'humilité, l'obéissance. Oui, l'obéissance, le respect des parents, surtout le respect des parents. Oui. C'est très important dans notre religion. Oui. Si tu manques de respect des parents, c'est vraiment grave. Oui. Ah, oui. Mais est-ce qu'ils marchent selon ça? Est-ce que ça les influence? Si l'enfant comprend que c'est comme ça, dans la religion. Et si l'enfant ne part pas à l'école coranique, comment est-ce qu'elle veut savoir? Oui. Mais je veux dire, est-ce que l'école coranique, c'est naturel? Vous avez des jours ou bien c'est tous les jours? Ça se passe comment? Il y a des jours, comme si tu peux aller tous les jours. Oui. Si tu n'as pas le temps, tu peux choisir tes jours. Si tu as un peu de temps, tu peux aller tous les soirs. Oui. Mais est-ce qu'il arrive qu'un enfant aille à l'école coranique mais fasse quand même comme il veut? Oui. Il y a ça beaucoup. Il y a ça beaucoup. Et donc, il connaît tout, les droits qui est oui. Mais il fait le contraire. Il fait le contraire. Dans ce cas, comment le parent fait? Comment on fait avec? Je veux dire, est-ce qu'on a recours, quand il fait ça, est-ce qu'on appelle, je ne sais pas, l'imam, peut-être, l'autorité spirituelle, pour qu'il le recadre un peu? Bon, ça dépend, je ne sais pas. Toi-même, la mère, tu peux prier pour ton enfant. Oui. Mais est-ce que vous priez avec les enfants aussi quand même? Oui. Parce que je pense que c'est important. Moi, personnellement, chez moi, oui, mon mari et moi prions avec les enfants. Oui, tous les matins. D'accord. Ok. Je ne peux pas finir sans poser cette question-là. La question de la pression. J'ai l'impression que les parents mettent beaucoup de pression aux enfants adolescents. C'est-à-dire vraiment beaucoup de pression. On leur parle toujours, genre, si je ne fais pas, est-ce que c'est bien quand même de mettre des enfants sous pression? Non, la pression, non. Parce que personne ne supporte la pression. Hein. Oui. Moi, je suis spécialiste en santé mentale. J'essaie d'enlever la pression aux gens. D'accord. Mais on éduque, on corrige, on conseille. Mais la pression, non. On punit.
Oui. Oui, tout ça c'est important. Mais mettre l'enfant sous pression, ça veut dire que l'enfant ne va pas retenir ce qu'on attend de lui. Il va plutôt retenir que nous sommes en train de taper dessus. De l'obliger. De l'empêcher d'être lui. Ben Okay. voilà. On a fini cette émission. Madame Degas, en 30 secondes, quelques petits conseils aux parents. Vraiment 30 secondes. Alors, quelques conseils aux parents. Je voudrais dire, comme Madame Aïcha a dit tout à l'heure, il faut pouvoir classer les choses par priorité. La prière, l'éducation spirituelle, pour ne pas dire chrétienne ou islamique. L'éducation spirituelle, c'est la base. C'est-à-dire que dans chaque famille, si vous enlevez le spirituel de la vie, alors vous êtes perdu. Oui. Et donc, quand on parle de petite enfance, c'est-à-dire qu'il faut commencer du bas, c'est-à-dire qu'il faut commencer dès la base à enseigner ses fondements et vous rassurer dans l'éducation que vous apportez à votre enfant d'être dans l'équilibre. Ça ne s'arrête pas à l'école. Ça commence à la base, à la maison, dans comment vous êtes. Vous ne pouvez pas attendre d'un enfant qu'il soit X alors que vous êtes à l'opposé. Donc, ça commence déjà par nous, mêmes parents. Est-ce qu'on a la bonne tenue? Et ça commence à la base. Donc, moi, c'est le conseil. C'est-à-dire qu'on doit éduquer l'enfant dans une globalité et dans un équilibre. De se dire que tous les éléments doivent évoluer ensemble. Sinon, après, il y a problème. 30 secondes. Un conseil aux parents? Ben, soyez souples, mais fermes. Et soyons équilibrés, soyons des modèles nous-mêmes. C'est ça. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le dialogue, oui. La communication, ce sont les clés de l'éducation de nos enfants, davantage des adolescents. Alors, je ne vais pas finir cette émission sans dire que octobre, c'est le mois de sensibilisation contre la lutte du cancer de sein. Mesdames, faites-vous dépister. Le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition. Si plaît à Dieu, au revoir. Au revoir.